Madame, monsieur, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode inédit du Vrai Dialogue où nous traitons ce soir d'un domaine d'une importance internationale. Nous allons explorer le potentiel et l'avenir des relations entre l'Algérie, sa diaspora et l'Union européenne. Nous allons discuter du Conseil mondial de la diaspora algérienne, le CMDA. Retenez bien cet acronyme qui est une initiative lancée récemment par Karim Zeribi et Aguiles Amimer, dont le siège est établi à Bruxelles, le cœur battant de l'Union européenne. Cette initiative intervient à un moment crucial alors que l'Algérie occupe une place centrale sur le marché énergétique européen, fournissant 14% de la demande de gaz naturel du vieux continent. De plus, avec un accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne conclu en 2002 et mis en vigueur en 2005, faisant de l'Europe le principal partenaire économique de l'Algérie. Le rôle du CMDA dans le renforcement et le développement des liens entre l'Union européenne, l'Algérie et sa diaspora devient primordial. Mesdames, messieurs, considérons ceci. Près de 10 millions d'Algériens résident et travaillent à travers le monde, dont 85% en Europe, dont au moins la moitié possèdent une double nationalité, algérienne et européenne. Ces citoyens, y compris ceux qui exercent leur droit de vote aux prochaines élections du Parlement européen le 9 juin 2024, occupent une position unique en tant que pont entre l'Europe et l'Algérie. Il faut dire que le CMDA est né des appels persistants du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune. Il émerge aujourd'hui comme un phare d'unité pour la diaspora algérienne. Alors que le CMDA pousse ses premiers agissements, ses fondateurs envisagent un avenir où la diaspora algérienne se pose en catalyseur du changement positif, forgeant des liens plus solides entre les continents et façonnant un avenir encore plus radieux pour l'Algérie et sa diaspora au niveau mondial. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir des invités qui apportent une richesse d'expérience et de perspectives à notre émission. Karim Zeribi, cofondateur du CMDA et ancien député européen, et Rudolf El-Carré, sociologue, politologue et professeur des universités. Bienvenue au Vrai Dialogue. À tout de suite. Monsieur Karim Zeribi, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de votre invitation, Lila Lefebvre. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Professeur Rudolf El-Carré, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de votre invitation. Je vais poser la première question à monsieur Karim Zeribi. Vous arrivez tout droit là, de France pour nous rejoindre ici au Parlement européen. Dans quelle mesure l'appel du président de la République, monsieur Tebboune, a impacté dans votre décision de lancer le CMDA? Cet appel a été décisif et sans les appels répétés du président Tebboune qui fait de la diaspora, je dirais, une des forces vives de l'Algérie, nous n'aurions jamais créé le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Même si la motivation, l'attachement, le cœur y était, et depuis des décennies, la diaspora est attachée à l'Algérie, notre pays d'origine, pays de nos parents, de nos grands-parents. Tant que les autorités algériennes ne nous donnaient pas le sentiment que nous faisions partie de cette communauté nationale, que nous étions aussi des enfants à part entière de l'Algérie, il était difficile pour nous de nous organiser, de nous structurer. Avec les appels du président Tebboune, les appels répétés, réguliers, lors de ses déplacements à l'étranger, lors de ses discours en Algérie, nous avons souhaité répondre à cet appel. Et c'est la création du Conseil mondial de la diaspora algérienne qui en découle, avec une volonté de réunir les femmes et les hommes représentant les forces vives de l'Algérie à l'étranger, des femmes et des hommes qui rayonnent souvent individuellement, mais qui ne se connaissent pas,
qui ne se rencontrent pas et qui là vont être rassemblés régulièrement avec le Conseil mondial de la diaspora algérienne. C'était fondamental que nous puissions à la fois répondre à cet appel et à la fois nous donner aussi de la force à nous, membres de la diaspora, dans les pays où nous sommes installés. Et donc il y a ce double intérêt, j'ai envie de dire, à la fois nous renforcer collectivement là où nous sommes, principalement en Europe, il est vrai, mais pas que. Amérique du Nord, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Sud, la diaspora est partout dans le monde. Et puis contribuer au développement économique de l'Algérie souhaité par le président Tebboune qui porte le projet de l'Algérie nouvelle auquel nous voulons largement contribuer. Professeur Rudolf El-Karré, les Algériens ont enfin structuré, à l'instar d'autres diasporas de par le monde. Oui, c'est très important d'institutionnaliser, si vous voulez, et de réorganiser l'approche avec les émigrations. Et il est extrêmement important également de faire un diagnostic de la situation et de sa dynamique. Pour faire ceci, je crois qu'il est important d'utiliser les bons concepts et les bonnes notions, sans polémiquer avec quiconque. Et moi, je dis débat avec des idées. La notion de diaspora et la notion de lobby ne me conviennent pas, pour une raison très simple. C'est que la notion de diaspora est connotée culturellement et historiquement. Aujourd'hui, par commodité, on utilise diaspora. C'est comme si, en arabe, on dit intishar. Ça ne couvre pas la problématique réelle et le fond du problème. Maintenant, concernant le lobby, vous conviendrez avec moi que c'est un mot qui est très négativement connoté, surtout ici. Vous savez que pour 700 et quelques députés, il y a 14 000 lobbyistes. Vous connaissez toute la problématique, vous savez que... Donc ça, c'est à manipuler, je pense, avec doigté. Il faut faire attention au concept, mais ce n'est pas maintenant le vrai problème. Le vrai problème, c'est de savoir quelle relation un État et une société d'origine peuvent avoir avec tout un corpus d'êtres humains qui, par les aléas de l'histoire, se sont retrouvés en dehors de leur pays. La problématique est globale. La problématique algérienne, syrienne, libanaise, irakienne, etc. Il y a tout un problème posé par le fait que des pans entiers d'une société se sont retrouvés à un moment donné de l'histoire contemporaine, notamment après le XIXe siècle, hors de leur pays. Prenons le cas de l'Algérie, puisque c'est le cas qui nous concerne aujourd'hui. Il y a d'abord l'héritage colonial, il y a la circulation des personnes dans le cadre des structures coloniales françaises imposées à l'Algérie, il y a le fait qu'il y a une très grande communauté algérienne qui se trouve en dehors d'Algérie, et vous avez certainement les données et les chiffres. Tout à l'heure, je vais parler d'une expérience personnelle avec l'Algérie dans les années 90. Mais est-ce que vous savez que dans les années 90, à l'époque des années noires, le plus fort taux de diplômés du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, était algérienne. Et donc, il faut savoir par quelle structure il faut adopter et adapter à cette situation pour transformer quelque chose qui est finalement extrêmement négatif. Personne ne quitte son pays volontairement. Quand on quitte son pays, sauf si on a fait le choix d'une lobotomie et d'un suicide culturel, ça c'est une autre affaire. Mais quand on quitte son pays globalement, c'est une blessure. C'est une double blessure, ça on pourra en reparler. La question est de savoir maintenant comment reconstruire la situation. Et là, je crois qu'il est extrêmement important d'avoir une stratégie. Cette stratégie ne peut être fixée que par l'État concerné et la société concernée. C'est-à-dire que le type de rapport qui doit être reconstruit avec les communautés expatriées, où qu'elles soient, quel que soit leur niveau de compétence, parce que la question des compétences est importante également, quel apport ils peuvent apporter à cette société, ne peut être fixé que dans le cadre d'une stratégie globale fixée par l'État et par la société elle-même, où tous les potentiels, c'est la structure d'État d'une part, et ce qu'on appelle la société, pas la société civile, ça c'est autre chose, mais la société elle-même, des gens qui sont porteurs, des entrepreneurs, des intellectuels, les universités, les hôpitaux, etc., définissent. Et le plus important, c'est de savoir
de quelle manière faire en sorte que ces compétences qui se sont développées dans les pays d'expatriation puissent apporter quelque chose à la société d'accueil. Maintenant, sur le plan du contenu, c'est extrêmement important de savoir dans quel contexte c'est fait. Je vous donne très rapidement, si vous voulez, une vision de la chose. Après l'indépendance de l'Algérie, il y a eu toute une dynamique pour restructurer la société algérienne qui sortait de 150 années de colonisation. 132 et ce n'est pas n'importe laquelle. 132 ans. Pardon ? 132 ans. 130, on n'est pas à quelques années près. L'important, c'est les effets sur la société elle-même. Eh bien, ce qui s'est passé en 1990, après l'effondrement du système des blocs, c'est qu'il y a eu, si vous voulez, une recherche quelque part. Les Européens se cherchaient d'un côté, et les sociétés dites du Sud, parce qu'à l'époque, on parlait, vous vous souvenez peut-être, vous ne vous souvenez pas, je ne sais pas, on parlait de tiers-monde. Puis après, on s'est permis à parler de relations Nord-Sud. Pendant cette période, 1990-1995, et je la définis sous cette forme-là parce que 1995, c'est le début des accords de Barcelone, qui ont été, à mon avis, extrêmement graves pour l'évolution des relations, et ça, on pourra en parler. La question est de savoir, ou était de savoir, que faire avec des entités, ou plutôt des communautés qui étaient expatriées? Est-ce qu'elles devaient s'assimiler, se diluer dans cette société d'accueil ou pas? Et là, pour la faire courte, évidemment, puisque vous aimez mon expression, je la fais très rapidement courte. La question est de savoir si ces communautés expatriées sont un cheval de Troie pour reconstruire les relations de vassalité et de dépendance, ou si au contraire ce sont des passerelles qui permettent de construire l'avenir, et je pense qu'on en reparlera dans la suite du débat. Très bien, mais c'est important que le professeur El Karay aille un petit peu en profondeur, mais j'aimerais quand même une réaction de votre part sur le fait que M. El Karay n'est pas tout à fait d'accord avec cette appellation de diaspora, voire de lobbying. Je pense que vous en avez pas parlé. Vous avez déjà mis toutes les cartes sur la table. Là, vous rassemblez les Algériens de par le monde avec un acronyme qui est le CMDA et qui veut dire le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Monsieur Zerbi. Oui, non, mais c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre. Néanmoins, nous on ne prend pas le terme diaspora dans son sens le plus étymologique, donc on le réactualise. Vous savez, les mots et les définitions sont mouvantes, rien n'est figé. Donc, et le terme diaspora aujourd'hui est un terme générique pour évoquer les membres d'une communauté qui sont dispersés à l'étranger. Donc c'est le terme qui est utilisé le plus couramment et qui est compris de tous. D'ailleurs, le président Tebboune utilise ce terme lui-même lorsqu'il parle de la diaspora. Donc il ne faut pas rester figé à la définition initiale qui concernait une communauté en particulier qui a été chassée ou qui fuyait donc son pays. Ça, effectivement, c'est la définition d'origine. Mais les choses ont évolué et aujourd'hui, chacun se définit comme diaspora quand il est à l'extérieur de son pays d'origine. Donc c'est un terme qui est générique et donc on est tout à fait à l'aise avec ce terme. Et il est compris de tous. Ensuite, sur la question de quitter son pays, bien sûr que personne ne le fait par pur plaisir, quitter son pays. Mais quitter son pays, ça ne veut pas dire l'oublier. Quitter son pays, ça ne veut pas dire faire preuve d'amnésie donc de ce que nous sommes. Et c'est important aussi de le rappeler parce que sur le plan identitaire, les diasporas ne doivent avoir ni aucun complexe et ni aucun mal-être. Donc on peut être français et algérien. Donc d'abord, administrativement et juridiquement, mais aussi intrinsèquement, par tout ce que l'on ressent. Moi, je suis né en France, donc en Provence, je suis un Provençal, mes origines sont algériennes et je suis profondément ancré aussi dans l'Algérie, par l'histoire de mes parents, par ce qui m'a été transmis culturellement et par la fréquence de ma présence là-bas. Et nous sommes très nombreux dans ce cas-là au sein de la diaspora. Donc, nous n'avons pas le vécu de ceux qui sont des déracinés et qui ont dû le faire aussi par obligation en fonction d'une situation qui est parfois dramatique, fuir un conflit, fuir une guerre, être un réfugié politique. Il y a de multiples raisons pour quitter son pays et jamais de gaieté de cœur. Nous ne sommes pas dans cette disposition-là. Nous sommes ancrés dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, donc de naissance, par l'histoire de nos aïeux, mais nous voulons tisser une relation
apaisée, de confiance, j'allais dire positive, avec notre pays d'origine, l'Algérie. Et je trouve que ça arrive à point nommé. Parce que vous avez évoqué les années 90 à plusieurs reprises. Les années 90 ont été très douloureuses pour l'Algérie. C'est la décennie noire. Donc au moment où on mettait en place le processus de Barcelone, il n'était pas possible pour l'Algérie de travailler avec sa diaspora. C'était inimaginable. Donc l'Algérie faisait face au terrorisme. Donc elle n'était simplement concernée que par ce fléau qui a causé des drames en Algérie. Et donc c'est plutôt dans les années 2000 que l'Algérie, sortie du terrorisme, avec la concorde qui avait été souhaitée à l'époque par Abdelaziz Bouteflika, qu'on a commencé à entrevoir la possibilité de tisser une relation, une passerelle, un pont, dirons-nous, quand certains veulent élever des murs, entre la diaspora et l'Algérie. Et Monsieur Zerébi, les années 2000, pardonnez-moi, c'est hier. Je veux dire, on est à 20 ans de cette période-là. Et donc 20 ans, c'est court dans le temps d'une nation, dans le temps d'une génération qui doit trouver sa place. Et aujourd'hui, je considère que nous arrivons à maturité pour construire un Conseil mondial de la diaspora qui puisse réunir des compétences, le terme a été dit, des parcours exemplaires, des parcours qui rayonnent là où ils sont, et des femmes et des hommes qui ont envie collectivement de se retrouver pour apporter au pays d'origine, avec beaucoup d'humilité, je le dis, parce que ça signifierait que rien ne se fait en Algérie, qu'il n'y a pas d'entrepreneurs en Algérie, qu'il n'y a pas de compétences en Algérie. Ce n'est pas du tout le cas. En Algérie, il y a des entrepreneurs formidables, des universitaires formidables, et il y a une dynamique. Mais nous voulons contribuer à cette dynamique, tout simplement. Et c'est le sens aujourd'hui de cet alignement des planètes entre les appels du président Tebboune, entre la maturité que nous avons acquis et la volonté partagée, commune, d'aller vers cette Algérie nouvelle qui doit trouver sa place, être le phare de l'Afrique, intégrer les BRICS, jouer un rôle majeur entre l'Europe et le continent africain. Donc c'est par l'axe, je dirais, algéro-algérien que les choses se feront. En tout cas, nous en sommes convaincus et c'est ce à quoi nous allons œuvrer collectivement avec ce Conseil mondial de la diaspora. Une question, et je veux une réponse courte pour passer à autre chose. Le CMDA transcende les couleurs politiques, les langues, j'allais dire, parce que l'Algérie est plurielle. S'il y a un maître mot pour le CMDA, ce serait lequel, Monsieur Zerébi? Je dirais que c'est uni dans nos diversités, c'est fort de notre diversité. Vous avez raison de le souligner, l'identité algérienne est traversée, je dirais, par de multiples connotations. Et c'est ce qui fait aussi la force de l'algérienne, de l'Algérie. Et il faut qu'on en tire le meilleur. En plus, nous avons, nous, des cultures à la fois européennes, anglo-saxonnes, qui se rencontrent aussi, des langues qui vont se rencontrer. Et j'ai envie de dire, ce croisement doit permettre à la fois la diaspora, je l'ai dit, et j'insiste là-dessus, à être plus forte là où elle se trouve et à être utile à l'Algérie. Sur le terme lobbying, peut-être un mot quand même, c'est important. Le lobbying, c'est perçu négativement en France notamment, mais aussi en Europe, par rapport à des affaires qui ont fait grand bruit. J'ai été parlementaire européen et je peux vous dire qu'on est confronté au lobbying, à la fois des groupes économiques, des États-nations sur le plan politique, certes. Mais chez les anglo-saxons, le terme lobbying a une autre connotation. Et je pense aussi qu'il faut s'imprégner de cette connotation anglo-saxonne pour dire que si nous voulons, nous positionner comme une force capable de faire du lobbying, ça n'est pas pour alimenter des contre-vérités. C'est tout le contraire. C'est pour lutter contre les contre-vérités. C'est pour lutter contre les fake news. C'est pour lutter contre cet Algérie bashing que l'on entend trop souvent. Parce que l'Algérie, j'ai envie de dire, par sa nature, ne communique pas ou communique très peu. Et pourtant, il se passe beaucoup de choses en Algérie. Et donc, si nous pouvons être les porte-voix, les ambassadeurs de la société civile donc de ce grand pays, à côté de la diplomatie classique, traditionnelle, nous jouerons aussi ce rôle-là. Alors, peut-être que le terme lobbying est connoté négativement, mais la volonté pour nous de lutter contre les contre-vérités, de lutter contre les fake news, de faire la promotion de l'Algérie réelle et nouvelle, ça sera aussi notre rôle. Monsieur El Karay, quelle est votre grille de lecture par rapport à la décision des cofondateurs du CMDA de baser, d'établir cette organisation ici,
au cœur battant de l'Union européenne à Écoutez, Bruxelles. je vais y venir là, sur l'histoire du cœur battant de l'Union européenne qui bat trop fort. Parfois, aujourd'hui, il bat à 30 coups minutes et parfois, il bat à 180. Alors, ça, c'est une autre affaire. Mais à partir de ce qui vient d'être dit, je voudrais faire 3 réflexions. Allez-y. La première, c'est que, même si je le dis sous cette forme-là, mais je crois que ça sera compris, influencer, ce n'est pas construire. Les groupes d'influence, c'est très bien. On les connaît, on sait comment ça va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on construit, c'est-à-dire le contenu, le concret. Premier point. Pourquoi vous opposez les deux? Deuxième point. Pourquoi vous opposez les deux? C'est Je vais intéressant vous de dire, débattre je vais- aussi. Non. Influencer et construire, c'est pas antinomique. Ça ne s'oppose pas. on va y arriver. Bon, il y a une différence de niveau. Le deuxième point, c'est que je comprends très bien quelle est la problématique, qu'elle soit individuelle ou collective, d'un groupe expatrié qui a besoin de reconstruire sa personnalité parce qu'on l'a à un certain moment arraché à ses racines et on a fait beaucoup plus que ça. C'est qu'on a, avec des systèmes idéologiques d'éducation sur lesquels je ne vais pas rentrer, mais tout le monde les connaît, on a voulu écrire pour lui sa propre histoire. Mais ça, c'est une autre problématique. Le troisième point, parlons du concret. Vous disiez tout à l'heure, vous évoquiez les années noires de 1990. Les années noires, c'est quoi? On sait l'apparence, c'est-à-dire les groupes avec un label connu. Mais en fait, c'était beaucoup plus profond que ça. L'objectif était, de déstabiliser la société algérienne, comme d'autres sociétés d'Afrique du Nord et de la région. On a vu ce qui s'est passé après Syrie, Liban, Égypte en 2011. C'est pas très loin, 1990. Et la deuxième chose, c'est déstabiliser et déstructurer l'État et ses institutions. On sait tous les récits qui ont été faits par de soi-disant intellectuels à l'époque français, on les connaît, on sait comment ils racontaient l'histoire, qui faisait qui, toutes les falsifications, tout ça, on le connaît. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'est-ce qu'on a voulu construire en 1990. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette période de flou, cette période où chacun se cherchait dans les pays du sud méditerranéen, puisque l'Algérie est aussi un pays du sud méditerranéen, elle a fois une dimension africaine, une dimension arabe, etc. Tous ces pays se cherchaient, mais ceux qui se cherchaient encore plus, c'était les Européens. Pendant 5 ans, ils se sont cherchés et après, ils ont pondu les accords de Barcelone. J'y viens. Mais qu'est-ce que nous avons essayé de faire à l'époque? Et je dis oui, nous avons échoué parce que la dynamique historique nous a amenés ailleurs. 10 ans plus tard, ils sont venus nous chercher pour nous demander « Mais dites-nous pourquoi on a échoué ?» Qu'est-ce qu'on a essayé de faire en 1990, spécifiquement à l'Algérie et moi personnellement? J'ai été porteur, dans le cadre des fonctions que j'avais, comme secrétaire général des relations scientifiques euro-arabes, d'un projet qui était le suivant. Premièrement, avec l'Algérie, construire d'abord des infrastructures à partir de ce qui est présent. Or, à l'époque, et elle est toujours, l'Algérie était un pays exportateur de gaz. L'idée était, je vous donne les éléments rapidement, premièrement, construire un gazoduc direct. Mais je viens de le dire. Ouais, construire un gazoduc Algérie, Maroc, Espagne, directement vers l'Espagne, bien vers l'Europe. Deuxièmement, construire une ligne à grande vitesse sud-sud, parce qu'on parlait beaucoup à l'époque du développement des relations sud-sud, qui irait d'abord dans un premier temps de Casablanca au Caire. On était dans la dynamique, la seule dynamique qui à un moment a existé pour résoudre le problème israélien. Je dis bien le problème israélien, le problème pas palestinien. C'était les accords de Madrid avec, attendez une seconde que je termine l'idée, Madame Lefebvre, les accords de Madrid. Construire donc une ligne de TGV à grande vitesse sud-sud pour ouvrir ces pays sur eux-mêmes, alors que ces pays ont été initialement fragmentés. De la fin du 19e siècle à quasiment la fin du 20e siècle, on a des entités qu'on a voulu séparer les unes des autres. Cette continuité a historiquement existé, de l'Atlantique au moins jusqu'au Sinaï, sinon plus, avant la création de l'entité que l'on connaît. Donc, une ligne à TGV. Troisièmement, sachant qu'il y avait énormément de compétences expatriées dans plusieurs pays, faire en sorte que des projets de développement soient construits et se développent avec une boussole, c'est l'évolution interne de l'Algérie et les besoins de la société algérienne. Pas les besoins sectoriels, pas les besoins de groupes financiers ou industriels ou agro-industriels, etc. Les besoins réels de la société algérienne.
D'accord? Mon interlocuteur à l'époque était l'INES, l'Institut national d'études de stratégie globale, qui avait à sa tête M. Mohamed Boukhobza, feu Mohamed Boukhobza. Je passe sur les détails des négociations. Toujours est-il que j'ai découvert que ce projet était miné de l'intérieur par le président de Bechtel. Vous le savez certainement qui est Bechtel, mais à l'époque c'était Georges Schulz, l'ancien secrétaire d'État, qui était venu à Alger dire de façon très abrupte, parce qu'ils parlent de diplomatie, mais ils ne savent pas ce que c'est la diplomatie, il est interdit de construire quelque chose avec l'Union européenne. Interdit de construire des relations infrastructurelles avec l'Union européenne. Et le lendemain, quand je suis rentré sur Paris, alors que les négociations se poursuivaient, on m'appelle pour me dire Mohamed Boukhobza a été assassiné devant sa femme et sa fille en sortant de chez lui. Vous allez me dire c'est fortuit. Tirez les conclusions. En arabe, on dit Al-labibu min al-isharati yafhamu. On n'a pas de traducteur, et je termine, s'il vous plaît. Que, les gens ont la finesse de comprendre ce que ça signifie. Voilà ce que signifie la... Ça veut dire quoi en français? Maintenant, je viens à 1995. Notre télévision est regardée par tous les francophones du monde oui, qui ne comprennent mais pas ça, je l'arabe. traduis. Donc, je disais que les personnes qui ont la finesse et l'intelligence de comprendre savent ce que je suis en train de dire. Ça, c'est la traduction de Al-Labibou. Ah, d'accord, ok, très bien. Voilà. J'arrive à 1995, qui est extrêmement importante, parce que ça va nous amener à qu'est-ce que nous devons. 1995, ce sont les accords de Barcelone. Les accords de Barcelone. Mais on ne va pas refaire toute l'histoire. Non, Madame Lefebvre, je ne refais pas, mais on fait le présent et l'avenir sur la base du passé récent. 1995, ça a été la tentative de reconstruire et de réinventer les relations de dépendance et de vassalité. Je vous ai raconté mon débat avec Pascal Lamy, où je lui disais partenaires mais pas vassaux. Eh bien, il y a eu cette tentative de reconstruire ces rapports de dépendance. On a vu que ça a échoué. Et aujourd'hui, justement, l'enjeu fondamental pour l'Algérie et pour ces pays, c'est justement de reconstruire des relations d'égal à égal entre l'État algérien et les autres États européens, en tenant compte du fait qu'il y a des passerelles et que ces passerelles sont des passerelles humaines. Les communautés expatriées dont vous parlez sont des passerelles humaines. La technologie, le savoir, tout ça, ce sont des individus qui les portent, pas seulement des livres. Et donc l'enjeu est là. L'enjeu est de savoir comment l'Algérie peut transformer ce qui a été négatif, c'est-à-dire une perte d'une bonne partie de ses enfants qui sont partis à l'extérieur, c'est une problématique globale d'ailleurs, comment avoir recours à cette situation de fait, qui est un constat, qui est un donné, pour relancer et redévelopper le lien avec l'Algérie, dans la perspective, je répète encore une fois, des intérêts et des besoins fondamentaux de la société algérienne. Monsieur Zerébi, Monsieur El Carré, sa colère est très saine. C'est pas de la colère. Moi, je parle avec véhémence, comme ça. Il faut s'habituer à ma manière de parler. C'est pas grave. Très bien. Revenons à l'actualité et à l'actualité de votre Conseil mondial de la diaspora algérienne. Comment ce Conseil peut contribuer, peut renforcer les relations économiques, culturelles, j'allais dire même linguistiques, entre l'Algérie, la diaspora et les pays de l'Union européenne? Il faut apporter ce que nous sommes, avec authenticité et avec conviction. On ne va pas s'inventer une voie diplomatique alors que celle-ci existe. Nous, on est les forces vives de la société civile installées à l'étranger et nous avons envie de jouer un rôle positif, à la fois pour le développement de l'Algérie, mais aussi pour les relations qu'il y a à tisser ou à retisser entre nos pays de résidence, de citoyenneté aussi pour certains, et l'Algérie. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que jusqu'ici, il faut dire la vérité, ni nos pays de citoyenneté, ni l'Algérie, avant les appels du président Tebboune, n'avaient pensé s'appuyer sur la diaspora. Et c'était un écueil, j'ai envie de dire, pour cette approche à double face. Et donc, j'ai souvent dit, moi en France, au ministère des Affaires étrangères, j'ai dit pourquoi vous ne vous appuyez pas sur la diaspora africaine pour tisser des relations nouvelles, d'égal à égal, le terme a été utilisé, avec le continent africain. Nous n'avons jamais été embarqués
dans les politiques entre la France et le continent africain, et donc entre la France et le Maghreb, qui fait partie du continent africain. Donc là aussi, il y a une place nouvelle que nous devons trouver dans les pays où nous sommes installés. Et puis ensuite, en Algérie, vous savez, ça fait des années que la diaspora, individuellement, porte des projets de développement économique, des projets de recherche, des projets universitaires, des projets dans divers secteurs. Et ces projets-là, aujourd'hui, on va tenter de les faciliter, de les accompagner pour faire en sorte qu'ils se concrétisent dans le contexte qui soit le plus positif. Et donc, nous allons créer un comptoir, un guichet d'accueil qui permettra aux porteurs de projets de la diaspora d'être accueillis en Algérie et d'être orientés avec les autorités algériennes pour mener à bien ces projets dans le secteur de l'agriculture, des nouvelles technologies, de l'industrie. Et dans tous ces secteurs, l'Algérie doit apporter aussi, je dirais, une vision nouvelle sur la diversification de l'économie algérienne qui s'appuie sur les hydrocarbures, pétrole, gaz. Le président Tebboune le dit souvent, il faut maintenant de manière accélérée diversifier l'économie, faire de l'Algérie un pays autosuffisant sur le plan agricole, un pays qui soit beaucoup plus souverain sur le plan industriel, un pays qui importe moins mais qui soit producteur. Bon, tout ça ne se fait pas avec un claquement de doigts, mais tout ça s'amorce et tout ça se construit. Il faut que ça se construise avec la diaspora. Il y a un code de l'investissement qui a été voté en Algérie qui est très favorable à l'investissement. Il y a une loi de finances qui l'est tout autant. Aujourd'hui, on sent que sur le plan législatif, les choses sont actées. Et il y a une volonté de favoriser les investissements qui viennent de l'étranger. La diaspora fait partie de ces investisseurs potentiels. Donc on va favoriser les porteurs de projets. Nous allons travailler avec l'Algérie et les Algériens pour faire la promotion de cette Algérie qui bouge, qui est en mouvement. Et puis nous allons aussi donner de la voix dans les pays où nous sommes installés pour qu'il y ait une nouvelle approche sur le plan géopolitique. Si la France aujourd'hui est chassée du continent africain, c'est parce qu'elle a mené une politique de non-sens qui allait à l'encontre à la fois de l'intérêt des États africains, mais l'intérêt des peuples africains. Elle a continué de se positionner comme une puissance dominante, donneuse de leçons, arrogante, et tout ça ne fonctionne plus dans le monde dans lequel nous sommes. Ce monde ouvert, multipolaire, donc interdépendant, où les rapports de force se redistribuent. Donc nous devons, en tant que diaspora, dire aussi à nos pays respectifs qu'on ne peut plus agir comme cela a été fait par le passé avec le continent africain et notamment l'Algérie. Donc, et là, nous sommes au cœur de l'Union européenne. J'ai été parlementaire européen. Il y a un accord d'association. Donc là aussi, l'Union européenne ne doit pas venir en proposant quelques subventions ici ou là à l'Algérie. L'Algérie n'est pas un pays qui a besoin de subventions. L'Algérie est un pays qui a besoin de coopération, d'une coopération digne de ce nom. Donc intellectuelle, basée sur la recherche, gagnant-gagnant, égal à égal. Donc c'est de cela dont nous avons besoin. Et si nous pouvons donner une ou deux fois dans l'année, ici, au cœur du Parlement européen, je dirais, une voix algéro-algérienne de la diaspora qui dit voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous espérons, voilà ce que nous estimons nécessaire entre l'Union européenne et l'Algérie, on ne se privera pas d'être aussi cette courroie de transmission parce que nous sommes des acteurs, des forces vives, pas politiques au sens partisan du terme, pas diplomatiques au sens officiel du terme, mais très présents dans ce qui peut impacter à la fois la vie quotidienne, mais aussi l'avenir et la mise en perspective donc des relations entre l'Union européenne et l'Algérie et de ce que doit être l'Algérie en 2030 par exemple. Il faut donner des objectifs concrets, courts, en matière de concrétisation, d'infrastructures. C'est vrai que les projets qui ont été évoqués par votre invité sont très intéressants, mais certains ont abouti. Les pipelines ont été créés, Espagne, Maroc, aujourd'hui Italie, avec l'Algérie. Les infrastructures de mobilité, c'est fondamental. Donc, la logistique, c'est fondamental dans un pays qui veut se développer et qui veut croître sur le plan économique. Voilà, tout cela doit se mettre en œuvre avec humilité, mais aussi avec détermination. C'est le programme que nous allons présenter le 27 et 28 avril à Alger, puisque ce sera le premier congrès mondial de la diaspora algérienne qui se déroulera à l'Ourassi, avec à peu près 1 millier de représentants de la diaspora algérienne implantés partout dans le monde. On aura une perspective là
de ce que nous voulons faire dans les relations avec l'Algérie, avec des tables rondes, des chercheurs, des économistes algériens, mais aussi venus de la diaspora, des acteurs économiques qui porteront des projets. J'en ai quelques-uns que je pourrais évoquer à la fin de l'émission si vous le souhaitez, très concrets. Donc, mais je peux vous dire qu'il y a une volonté, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Monsieur Vous Le m'avez Carré, posé une question tout à l'heure. Non, juste ça ça. sera la même question Oui. que je vais vous Pourquoi ici à reposer. Bruxelles? Et Je vous ai demandé si quelle est votre lecture de la décision du CMDA de s'établir ici à Bruxelles, en sachant que Bruxelles, qu'on le veuille ou non, est au-delà du fait qu'elle est la capitale de l'Union européenne, elle est aussi une plaque tournante internationale. Et j'ajouterai, parce que M. Zeribi l'a évoqué, c'est très important, l'Algérie a conclu un accord d'association en 2002, qui est rentré en vigueur en 2005. Le président algérien, M. Tebboune, dans son programme, quand il a été élu pour le premier mandat qui s'achève, il avait dit il faut une relecture, il faut réévaluer cet accord d'association. Tous les deux, vous avez parlé d'égal à égal. C'est moi qui parlais d'égal à égal. Monsieur Zeribi l'a évoqué aussi. Et je suis d'accord avec le fait qu'il reprenne. Voilà. Donc, tout ça, on a le sentiment qu'il y a tout un panier empli de choses où il faut tamiser, il faut nettoyer, il faut remettre les choses à leur endroit. Encore une fois, quels seraient les défis du CMDA présents ici à Bruxelles et les enjeux aussi? Comment il peut éventuellement faciliter le contact avec une diplomatie culturelle, puisqu'il dit on est des officieux, on ne fait pas de politique, on n'a rien à voir bien sûr avec la diplomatie. Voilà, allez-y. Vous voulez savoir pourquoi c'est important Bruxelles? Absolument. C'est important d'abord pour les Européens, avant que ce ne soit pour l'Algérie. Dites. Et je vais vous dire pourquoi. Qu'on le veuille ou non, on va vers un monde multipolaire. L'Europe n'a pas d'autre choix que de se constituer, si elle veut survivre, en pôle indépendant et prendre ses distances par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et aujourd'hui où elle est totalement vassale dans le cadre transatlantique des États-Unis. Si elle veut survivre politiquement, si elle veut survivre économiquement, et je dis bien économiquement, l'Europe doit se distancier. Je ne dis pas de faire la guerre aux États-Unis, mais elle doit se distancier de ça. Donc, lorsque l'Algérie souhaite installer le Conseil des expatriés algériens en... C'est pas l'Algérie qui fait ça. C'est une initiative totalement... Non, après le Conseil Nous ne sommes pas mondial... l'Algérie, nous. Hein. J'ai mon vocabulaire, non, mais les mots ont du sens, vous avez le vôtre. Vous le savez très Moi, bien. je ne peux pas me dédire, je vous ai dit ce que je pensais. Ouais, les mots ont du sens. Mais on ne va pas chicaner sur les interprétations peuvent être... Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Malfaisantes aussi. Lorsque on décide d'installer ceci à Bruxelles, c'est qu'en fait, on tend une perche aux Européens en leur disant c'est à Bruxelles également de changer de paradigme. Ce n'est pas seulement les Algériens, c'est aux Européens de changer de paradigme. Et là, je viens dans le concret. Lorsqu'on parle d'expatriation, je vais prendre un exemple. L'exemple de ce qu'on a appelé le brain drain. J'ai eu ici, pas ici, au Concilium, un débat à l'époque où l'Allemagne était, c'était Mme Merkel qui était présidente de l'Union européenne, un débat avec Mme Merkel, où elle disait il nous manque près de 20 000 ingénieurs informaticiens et 25 000 infirmiers et infirmières. Je dis, ouais, vous allez les prendre où? Elle répond de but en blanc, froidement, en Inde. Alors figurez-vous que parce qu'il y a un manque dans certains pays européens de compétences, de savoir et de savoir-faire, on va ponctionner dans ces pays, et après on va dire à ces pays, mais regardez, vous êtes sous-développés, vous n'arrivez pas à vous structurer. Je ne veux pas entrer dans cette affaire-là, tout le monde sait quels sont les problèmes. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de corriger la situation. C'est pourquoi je disais au début, il y a une cohérence dans ce que je dis. Je disais au début, ce sont les intérêts de la société algérienne, définis par l'État algérien comme transcendance. Ce n'est pas l'administration seulement, l'État, ce n'est pas seulement l'administration comme ils veulent nous le faire croire ici. L'État, c'est l'expression d'une société et d'une nation. C'est à eux de définir ce qu'ils veulent pour l'Algérie et voir à ce moment-là,
dans quelle mesure des rapports de communication, de coopération, etc., peuvent être construits. Tout à l'heure, vous m'avez repris, Madame Lefebvre, quand j'ai dit oui, Barcelone, c'est ancien, etc. Vous voulez que je vous donne un exemple? Pourquoi je parle de ça? Lorsque, pendant cette période de flou, on a pensé à ce qu'ils appelaient, eux, la coopération décentralisée, sans savoir exactement ce que ça signifiait. Le budget que je gérais était de 125 millions de francs à l'époque, ce qui était rien, mais ça permettait de mettre en place des structures. Lorsqu'ils ont terminé la coopération décentralisée, on est passé à 1,5 million de francs, juste après Barcelone. Juste après Barcelone, c'est quand même, il faut réfléchir pour savoir pourquoi ça s'est passé. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, dans cette dynamique, c'est le contenu. Il y a aujourd'hui dans ces communautés expatriées des compétences. Vous me considérez qu'au sein de la communauté algérienne, il y a des gens qui ne vont pas tout d'un coup se transporter et se déplacer en Algérie. Et c'est une problématique que nous avions abordée à l'époque. L'idée était de savoir où étaient ces compétences, qu'est-ce qu'elles pouvaient apporter comme dans cette part de compétences, quelque chose qui s'inscrive dans la dynamique du développement algérien sur projet. C'est-à-dire qu'un ingénieur, un chimiste, un physicien, etc., dont la famille est en France, en Allemagne, en Angleterre, dans des pays européens, ne va pas tout d'un coup se réinstaller. Il peut le faire, mais globalement, ce n'est pas comme ça que ça va se faire, d'autant plus que ce qui lui a permis de se développer dans ces pays, ce n'est pas uniquement une question d'intelligence. Il est plus intelligent s'il vient en France que s'il ne reste en Algérie. Pas du tout ça. C'est le fait qu'il y a des infrastructures qui existent ici, que personne n'a cherché à détruire, au contraire, alors que dans nos pays, et c'est une problématique globale, on nous a littéralement empêchés de vouloir construire des infrastructures qui permettent à ces compétences de rester sur place. Moi, je connais très bien le problème libanais. En 1927, le haut-commissaire nous a empêchés d'importer des machines-outils de France et d'Europe, simplement pour réorienter l'économie vers le tourisme et le secteur bancaire. Vous ne pensez pas que ce temps est révolu, qu'aujourd'hui, justement, au Liban, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, nous avons un donné qui est inégal. La question est de savoir comment, lorsqu'on se remet à niveau, c'est-à-dire que juridiquement, on se considère d'égal à égal, et dans les pratiques, on se considère d'égal à égal, comment les États européens doivent faire un mouvement vers l'Algérie et vers d'autres pays, et comment nous devons aussi nous adapter. Mais ça nécessite, et encore une fois, je le dis, une décision politique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de décision politique de la part de l'Union européenne de changer totalement sa vision du monde, de faire en sorte que, justement, ça serait peut-être un des défis du CNDA, de faire changer la politique. Madame Lefebvre, qu'elle fasse exactement le contraire de ce que proposait Pascal Lamy à l'époque, en disant, si les pays du sud méditerranéen veulent entrer en modernité, je cite ces mots, ils doivent s'adapter sur les normes européennes. Eh bien, si on s'était adapté sur les normes européennes, prenons le cas de l'Algérie, l'Algérie n'aurait jamais été capable aujourd'hui, à cause de problèmes techniques, je ne veux pas rentrer dans l'huile d'olive, d'avoir la meilleure huile d'olive du monde. Ça étonne beaucoup de gens, ils ne le savent pas. Donc le problème, il est double. Et quand on veut construire une passerelle à un pont, on ne commence pas par construire d'un côté, on construit des deux côtés. Et ça, c'est fondamental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Ce n'est pas simplement le service. Et c'est pourquoi je répète, et je le dis, je rétablis sur cette question, si c'est à Bruxelles, c'est parce que c'est une perche tendue aux Européens, et c'est aux Européens de comprendre que si le problème est posé à partir d'ici, c'est qu'eux aussi ont à faire un mouvement. C'est un double moment de rencontre. Le CNDA sera une perche tendue aux Européens ? Écoutez, d'abord, moi je veux dire que ce n'est pas l'Algérie qui a décidé de planter le siège du CMDA à Bruxelles. C'est les membres du CMDA qui l'ont décidé. Donc c'est important de le souligner. L'Algérie ne nous a rien demandé à ce titre-là. Elle suit avec beaucoup d'attention l'émergence du CMDA. Les autorités algériennes sont évidemment, dans la continuité des discours du président Tebboune, favorables à ce que la diaspora s'organise et se structure. Si nous avons décidé de créer le siège au sein du
du cœur, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'Union européenne, quoi qu'on pense de cette organisation politique, et qui d'ailleurs peut-être manque de politique, et plus une organisation, on va dire, administrative. La réalité, c'est que nous ne voulions pas enfermer la relation de la diaspora avec la question mémorielle. Et donc, si nous avions implanté le siège en France, parce que c'est là que l'immense majorité de la diaspora se trouve, donc nous serions restés à des sujets de crispation en regardant dans le rétroviseur donc la relation entre la diaspora et les pays où la diaspora est installée et l'Algérie. Et nous voulions sortir parce qu'il y a une commission d'historiens aujourd'hui qui travaille sous l'impulsion du président Tebboune qui a souhaité que cette commission d'historiens composée d'Algériens, de Français travaille, et il faut les laisser travailler. L'histoire est aux historiens et la politique s'en emparera quand cela sera nécessaire. Ensuite, nous voulions, nous aussi, peser de tout notre poids sur la manière dont l'Algérie devait être perçue sur ce continent composé de 500 millions d'habitants et de 27 pays, parce que, encore une fois, moi qui étais parlementaire européen, la vision de l'Algérie, elle est travestie. Elle n'est pas juste au sein de l'Union européenne. Moi, j'ai constaté qu'il y avait des résolutions qui étaient prises, parfois des amendements qui étaient pris au Parlement européen, qui n'étaient pas justes vis-à-vis de l'Algérie, par méconnaissance, par une vision qui est basée sur des poncifs, poncifs du passé. Ce pays bouge, ce pays évolue, et ce pays attend et est en droit d'attendre une autre relation avec l'Union européenne, un autre regard porté sur ce pays composé de 75% de sa population qui a moins de 35 ans, qui a des potentialités extraordinaires. Et on n'a pas envie d'avoir une Union européenne qui regarde l'Algérie de haut. On a envie d'une Union européenne qui regarde l'Algérie comme un pays qui doit être effectivement le phare de l'Afrique et avec lequel on va travailler dans la confiance, dans le respect, dans la sérénité. Ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui, malheureusement. Vous êtes en train de me dire, et je m'adresse à l'ancien député européen, que le CMDA va dire, encore une fois, au Parlement européen, c'est fini ces résolutions, combien même non contraignantes, vous n'y êtes pas du tout, vous voulez connaître davantage l'Algérie, il y a déjà le CMDA qui existe désormais à Bruxelles, et qui est un pont qui va vous aider déjà à comprendre ce qui s'y passe au plan politique, au plan économique, culturel et dans tous les autres domaines. Nous essaierons de porter une vision nouvelle des relations qui doivent aujourd'hui exister entre l'Union européenne et l'Algérie. Et ces relations ne peuvent pas être basées sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça n'est pas suffisant. Et je trouve que le regard qui est porté de l'Union européenne sur l'Algérie est un regard qui est faussé. Et effectivement, je suis parfois en désaccord avec votre invité, mais parfois en accord aussi, sur la question de l'Union européenne qui est, j'ai envie de dire, dans la roue des États-Unis, qui n'a pas d'identité politique au sens noble du terme, qui n'a pas de perspective en dehors de la relation qui est celle entretenue avec les États-Unis, qui dicte, ce que doit faire l'Union européenne. C'est insupportable. Donc, c'est insupportable. L'Union européenne doit aussi s'émanciper des États-Unis, porter sa propre politique, porter son propre regard, porter sa propre vision de coopération avec les pays du continent africain et l'Algérie en particulier. Et je le dis et je le redis, quoi que puissent en penser certains, c'est par l'Algérie que se nourra une nouvelle relation avec le continent africain. Parce que c'est le hub, c'est ce grand pays en superficie, mais aussi par ce qu'il représente, et la force des Algériens, la puissance aussi de ce pays, qui est une puissance militaire, qui est une puissance énergétique, et qui doit demain, en diversifiant son économie, devenir une puissance dans bien d'autres secteurs. Donc nous y croyons fortement et fermement. Il faut qu'on le fasse passer, ce message, auprès des commissaires européens, auprès des parlementaires européens, qui ne doivent pas avoir cette image faussée. C'est un travail de longue haleine. Donc, certains diront que c'est un travail de lobbying, d'autres diront que c'est un travail d'influence, d'autres diront que c'est un travail politique, au sens noble du terme. Très bien, Monsieur El Carré, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je vous laisse. On va essayer d'aller dans le même sens que Monsieur Zeribi. Selon vous, l'Algérie d'aujourd'hui, comme on l'appelle en Algérie, l'Algérie nouvelle, comme a voulu le président actuel en Algérie, le président Tebboune, d'emblée a dit c'est une nouvelle Algérie. On a appris tous les trois hier que le 7 septembre 2024, l'Algérie connaîtra
de nouvelles échéances présidentielles. Quel rôle, de par sa position géostratégique, quel rôle peut jouer l'Algérie de demain pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe? 3 points. Le premier, c'est qu'il s'adresse aux Européens. Je vous suggère, chers Européens, de ne plus instrumentaliser les communautés expatriées dans vos pays, de ne pas en faire un cheval de Troie pour faire avancer vos politiques et votre géopolitique, parce que cela vous mènera droit dans le mur. Et je pèse mes mots. Deuxième point, il faut reconstruire entièrement le lien entre les États européens, l'Algérie et ce que représente aujourd'hui l'Algérie, que ce soit au niveau méditerranéen, arabe et africain. L'Algérie, vous vous souvenez, je l'avais déjà dit, a une place extrêmement importante à ces 3 niveaux. On entre dans une multidimensionnalité au niveau géopolitique. Et donc, l'Algérie peut être ce pont, elle peut aider à construire cette passerelle, mais je reviens encore une fois sur le point fondamental, ce sont ceux qui sont partis trop loin, c'est-à-dire les Européens, qui doivent revenir. Ils doivent revoir entièrement leur copie dans leur relation avec le reste du monde. Et l'Algérie est là une des portes d'entrée vers ce reste du monde. Un mot de conclusion, Monsieur Karim Zeribi, et peut-être nous dire les prochains rendez-vous du CMDA. Vous avez évoqué tout à l'heure au mois d'avril, il y a quelque 27 chose. et 28 avril à Alger. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Premier congrès mondial de la diaspora qui va réunir, je l'ai dit, 1 millier de personnes venues des 5 continents et qui nous permettra, là aussi, de poser un diagnostic de l'état de la situation algérienne avec les leviers d'évolution possibles par l'évolution de la législation, par les potentialités du pays et par les initiatives qui doivent être prises, que nous accompagnerons avec le guichet que nous allons créer pour les porteurs de projets, et puis une mise en perspective ensuite et derrière de ce que nous aurons à faire ici même, puisque nous voulons que le prochain rendez-vous après Alger se situe à Bruxelles, donc dans cette enceinte, en nous appuyant sur la Commission européenne et sur les parlementaires européens, avec une grande journée dédiée à l'Algérie, avec des intellectuels, des chercheurs, des prospectivistes qui devront aussi parler de cette nouvelle relation que nous voulons amorcer. Donc ça, c'est les 2 prochains rendez-vous. Ces 2 prochains rendez-vous, j'espère qu'on aura l'occasion de venir en parler chez vous. Un mot de conclusion, Monsieur El Carré. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit dans ma dernière Par rapport au CMDA, je sais que vous n'aimez pas beaucoup analyser l'actualité ponctuelle. Oui, si nous voulons redéfinir les liens entre le passé, l'héritage colonial, le présent et un avenir plus sain, plus équilibré, moins inégal, il faut que l'on s'écoute mutuellement. Et aujourd'hui, je répète, l'Algérie et le président Tebboune s'est mis dans cette ligne. Il est un des symboles porteurs de cette dynamique. L'Algérie est porteuse de cette dynamique. L'Algérie a un rôle fondamental à jouer et je souhaite que les Européens reconstruisent les liens, non pas de vassalité, mais d'égalité entre l'ensemble des États concernés par la question. L'Algérie est à la pointe, si vous voulez, de ce combat pour ce qu'elle représente. Parce que l'Algérie n'a pas gagné son indépendance par une simple signature, un trait de plume. On sait dans quelles conditions elle l'a gagné, et ça force évidemment le respect. Et les premiers dont on devrait forcer le respect, si vous voulez, ce sont les Européens. C'est pourquoi, encore une fois, je dis, le problème n'est pas d'un côté ou de l'autre, il doit être géré ensemble. Et c'est ça la nouvelle dynamique de l'avenir. Si on veut vraiment, comme le chantent la plupart de ceux qui nous chantent la pomme sur la question d'un monde multipolaire et qui s'empressent de faire une politique tout à fait différente de celle qui est portée par leurs mots et par leurs verbes, eh bien, ils doivent aller vers de nouvelles relations ici et imaginer que, encore une fois, je suis désolé de le répéter, qu'ils ne sont pas seuls au monde, qu'il y a d'autres régions qui existent, il y a d'autres États qui existent et qu'il faut absolument revoir l'ensemble de ces dynamiques. Sinon, on va de toute façon vers des guerres perpétuelles. Vous êtes en train de voir ce qui se passe
aujourd'hui actuellement. Une des raisons de ces guerres, ce n'est pas évidemment la seule, c'est une mauvaise lecture de la réalité du monde. Et on sait qui a déclenché ces guerres, on sait d'où ça vient, on sait quel est l'État qui, depuis la guerre de sécession, ne vit que sur la guerre. On sait quelle est l'entité qui, depuis qu'elle a été créée par l'Organisation des Nations Unies, ne vit que sur la guerre. Donc c'est un paradigme qu'il faut totalement changer. Donc l'Algérie, visiblement, est de retour. L'Algérie est au cœur de cette problématique, comme élément dynamique, comme facteur de proposition. Et donc, il faut respecter la personnalité de l'État, de la société et de la nation algérienne. J'espère que vous serez entendu, Monsieur El-Karé. Vous savez, moi je dis, maintenant s'ils ont des oreilles pour ne point entendre, ce n'est pas mon problème. Très bien, c'est la deuxième émission dans le cadre de Le Vrai Dialogue que je consacre à l'Algérie ici au Parlement européen. C'est dire, et ça a été grâce à cette actualité qui est le lancement du CMDA en Europe et partout Merci dans de le faire ce que monde. vous faites. Les dernières Tiens, le pratiques souligne. du Parlement européen de cette mandature ne sont pas de bon augure. On va voir avec les nouvelles configurations comment toutes ces choses vont se construire. Mais il y a vraiment du pain sur Je la le planche. disais dans l'introduction, il y a énormément d'Algériens qui ont une double nationalité, européenne en l'occurrence. Ils seront présents le 9 juin 2024 pour choisir, je parle des Algériens européens, pour choisir leur eurodéputé. Il faut que ce rendez-vous soit bien fixé, il faut se le rappeler, il faut aller voter. Madame, Monsieur, cette émission s'achève, je crois que c'est ici, je ne sais pas où je dois dire au revoir. Voilà, donc cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.